Bonjour madame, bonjour mes honorables frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire ou bien on va présenter notre sujet avec mon collègue M. Harros. C'est un sujet très important pour tous les techniciens, surtout les électriciens. Donc, madame, je suis désolé pour rater les dernières séances de cours parce que j'ai été très occupé. Pour cette raison, je n'ai pas pu assister au cours. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Badr Dardari, je suis d'origine de Fas et je travaille à Bengrir, précisément en chantier Université Mohamed VI Polytechnique. Je m'occupe un poste d'électricien des installations électriques industrielles avec mon collègue Monsieur Harroz, mon collègue, et parmi les membres de l'équipe. Donc voilà. Madame, je suis désolé, maintenant je vais laisser la parole à mon collègue pour vous présenter. Bonjour madame, bonjour mes collègues. Donc, je m'appelle Mohamed Ali Haroun, je suis un électromécanicien. On travaille nous les deux dans la même société. Maintenant, on est là aujourd'hui devant vous pour présenter un thème. Ce thème-là qui va parler de l'histoire de l'électricité. On a pris ce thème-là et on l'a divisé sur 5 phases. Maintenant, on va partir pour voir les phases qu'on a fait dès le départ. Donc, l'histoire de l'électricité. Après, on va parler de sommaire. Le sommaire, c'est lui qui contient toutes les phases qui sont ici. Donc, la première phase, on va voir la chronologie de l'histoire de l'électricité. Deuxièmement, on va voir que se passe-t-il au niveau des atomes. Troisièmement, les différentes centrales de production électrique. Quatrièmement, on va voir comment arrive l'électricité jusqu'à chez nous. Et cinquièmement et finalement, on va voir un exemple d'utilisation de cette énergie. On fait ce sujet-là pour donner une information sur l'histoire de l'électricité et savoir comment cette électricité va arriver jusqu'à chez nous et la première personne qui va inventer cette électricité-là. Donc, on va voir sous forme en chronologie, donc le départ de la naissance de cette énergie jusqu'à ce jour-là. Maintenant, on va passer avec M. Badr qui va nous détailler bien cette chronologie de l'histoire de l'électricité. À toi, M. Badr, c'est toi maintenant qui vas parler. Donc maintenant, on va voir la chronologie de l'histoire de l'électricité ou bien l'histoire de l'électricité. Donc on a le résumé de cette histoire sous forme de tableau. On a des chercheurs et des années de faire l'expérience et l'expérience. Donc le premier chercheur ou bien le premier scientifique avec nous, M. Thalès de Milet, dans les années 600 avant de Jésus-Christ. L'expérience frottement bien frotter l'embargeant. Deuxième chercheur, William Gilbert, dans les années 1600, l'expérience, la renouvelée, l'expérience de M. Thalès. Donc, troisièmement, Stephen Gray, dans les années 1732, avec une expérience du type de verre équipé d'un bouchon léger. Quatrièmement, Benjamin Franklin, dans les années 1750, avec une expérience de cerf-volant. Cinquièmement, Alessandro Volta, dans les années 1771, avec une expérience la pile électrique. Au sixièmement, Danois Hans Christin, dans les années 1800, avec une expérience de Boston et le fil électrique. Finalement, comme vous voyez, M. André Méré Ampère en 1800, l'expérience découvrir le sens de Coran. Donc on va passer pour détailler l'exposé ou bien de détailler les parties ou bien les stations de développement d'électricité. On a commencé avec le monsieur Thalès, c'est un scientifique et philosophe grec. Donc, on va voir, comme vous voyez à cette image, bien animation, Monsieur Thalès est l'embargeon de type de pierre et tissu de bout de mouton et le plume. Donc, Monsieur Thalès, il était en train de nettoyer ou bien essuyer son lambergeon un jour, comme d'habitude, et soudain remarqué quelque chose. L'eau, il ne peut pas le voir. C'est un lambergeon, pardon, est capable d'attirer des objets légers comme les plumes, comme les grains de poussière. Donc, on va revoir le vidéo, ou bien ce vidéo pour le mieux comprendre. Donc, il faut concentrer ou bien attentif. Donc,
Monsieur Thalès frotte l'ambre et il est capable l'ambre à attirer des objets légers comme Thalès a observé lorsque frotte l'ambergeon sur un tissu de peau de mouton. L'ambergeon est capable d'attirer des objets légers. Donc, à partir d'ici, il a nommé ce phénomène électron, c'est le nom d'ambergeon en grec ancien. Donc maintenant, on va passer avec la deuxième expérience du savant anglais William Gilbert. Donc William Gilbert, c'est un médecin anglais et médecin personnel de la reine Elisabeth. William Gilbert, il a renouvelé l'expérience de Monsieur Thalès. Donc comme vous voyez sur cette image, Monsieur William Gilbert, le médecin personnel de la reine Elisabeth, bien l'ambergeon, bien des pierres après le frottement, ou bien des objets légers comme des bordures ou bien des grains de poussière. Donc comme vous voyez, Monsieur William Gilbert, après le frottement de ce pierre, il a remarqué l'ombre, bien le pierre, il est capable d'attirer des objets légers, comme vous voyez sur l'image ou bien cette animation. Donc, avec plusieurs matières, il reste le même résultat. Donc, comme vous voyez, donc on va revoir la vidéo pour le mieux comprendre. Il faut concentrer pour le mieux comprendre. On a remarqué d'attirer des objets légers comme montré ici, pardon. Donc, William est le premier à utiliser le mot électricité pour définir les propriétés de ces corps qui sont attirés des objets légers, ce qu'on appelle les corps électriques. C'est la troisième expérience de Stephen Gray dans les années 1732. On va voir l'expérience de Monsieur Stephen Gray. Donc ici, comme vous voyez, Monsieur Gray et son expérience composée de tubes de verre et son bouchon de liège. Donc après le frottement entre le type de verre et son bouchon, grâce à ce frottement, il a attiré des objets, est capable d'attirer des objets légers comme le plume. Donc, on va revoir le vidéo pour le mieux comprendre. Il faut concentrer. Donc, type de verre, son bouchon de liège, partie de frottement. Grâce au frottement, la vertu électrique s'est passée de type de verre au bouchon. Donc, le monsieur Stephen Gray il a déduit que l'électricité n'est pas simplement une propriété de la matière, mais c'est un fluide capable de circuler à travers les objets. Et pour le prouver, cette expérience, il a constaté toujours la même chose de la propriété électrique, circule d'un bout à l'autre. Donc maintenant, on va continuer le développement de l'histoire de l'électricité avec le Benjamin Franklin, avec une expérience de cerf-volant. Donc maintenant, on va voir l'expérience ou bien les composants de l'expérience. C'est un cerf-volant et sa corde est mouillée et c'est le Benjamin Franklin. Donc, première expérience. La foudre ne peut pas attirer par le cerf-volant, mais pour cette raison, il a placé une grosse clé au bout de sa corde. La foudre attirée par le cerf-volant est arrivée à clé. Donc, le personne, bien l'homme qui tient le corde, il a ressenti un piquement électrique. Donc Franklin, la première personne qui est presque la foudre, de même nature que le bel étincelle bleu gélissant de machine électrostatique, un simple courant électrique produit une force beaucoup plus grande. Il a conclu que l'électricité n'est pas un fluide constitué de la matière que l'on crée par frottement, mais non, l'électricité est présente, mais inerte dans tous les objets sous forme des charges.
En les frottements, on ne fait que transférer une partie de cette charge l'un vers l'autre. Celui gagne une charge négative, l'autre positive. C'est la quatrième expérience avec Alessandro Volta dans les années 1800. Donc ici Alessandro Volta. Ici les pièces de monnaie. On va voir l'expérience maintenant. Donc, Monsieur Volta, il a placé un jour deux pièces de monnaie constituées de différents métaux. Il a relié entre eux par un cuillère. Après la liaison entre les deux métaux de monnaie, il a ressenti un piquement électrique. Mais cet piquement est très très faible. Comme vous voyez, pour cette raison, il a fabriqué un pigment qui constituait des rondelles succession de type de cuivre et zinc séparés entre ou par de carton ou bien tissu très imbibé. Comme vous voyez, la séparation entre les rondelles de cuivre et de zinc. Donc après, il a raccordé la somme et la base et créé un courant électrique très très plus puissant, comme vous voyez ici. Donc à partir d'ici, ou bien à partir de cette expérience, il a fabriqué la première pile électrique. En 1801, il fit une démonstration de fonctionnement de cette pile à l'Institut de France en présence de premier consul Napoléon Bonaparte. Ici, comme vous voyez cette image, Volta, Alessandro Volta, le pile électrique, le premier pile électrique, et l'expérience a fait devant le Napoléon Bonaparte et le public. Donc, comme vous voyez. Donc maintenant, on va passer les dernières expériences. André Méré, Ampère, le physicien Hans Christian. Deux expériences. Donc la première expérience avec le monsieur Hans Christian. Ici, monsieur Hans Christian. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc comme vous voyez ici, le bobine électrique au labo et boussole. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un boussole à côté de bobine électrique alimentant par un courant électrique. Donc il a remarqué le mouvement bien bouger la boussole. Et donc après, il a remplacé la boussole à l'autre côté pour confirmer le mouvement. Donc il a constaté qu'un mouvement. Après, on va voir la deuxième expérience de Hans Christian. Donc ici, c'est un bobine. Ici, c'est un poudre de fer et alimenté par un interrupteur. Donc après, on va après la fermer l'interrupteur électrique, la bobine est alimentée et crée un champ magnétique. Et grâce de ce champ magnétique, attirer la poudre de fer, comme vous voyez. Donc ici, plusieurs expériences pour constater une relation entre le champ magnétique et l'électricité. Donc maintenant, on va passer à la deuxième expérience dans André Omer et Ampère. Elle a fait donc c'est un circuit électrique simple, simple allumage par exemple, la lampe de lumière, l'interrupteur, la fermeture et ouverture. C'est un boussole. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un circuit électrique. Donc chaque fermeture de circuit, il a remarqué, chaque fermeture de circuit, on a remarqué le mouvement, bien la rotation de la boussole grâce à la fermeture, bien le courant électrique créé dans un circuit. Ampère vient découvrir le courant et donc finir le fluide mystérieux des siècles précédents. Il vient aussi de fonder les bases d'une nouvelle théorie électrodynamique. Ses travaux ouvrent des perspectives infinies dans l'industrie. Nissan ne tardera pas à embarrer. Bientôt, on fabriquera des moteurs puis des usines électriques alimenteront des villes entières.
Donc maintenant, on a fini l'histoire de l'électricité ou bien le développement de l'électricité. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue M. Harouz pour continuer ou bien traiter les chapitres suivants. Allez, M. Harouz. Donc, maintenant, on va passer pour savoir comment ça se passe au niveau atomique de la matière. Comme vous voyez ici, dans cette image, il y a un fil conducteur ou bien un conducteur. Ce conducteur il est composé d'une gaine isolante et d'un fil de cuivre et un atome. Donc, il est composé de plusieurs atomes, ce fil de cuivre. On va faire une autre vue pour savoir de quoi il est composé cet atome. Cet atome ici, il est composé de protons et des particules de neutrons et des électrons. Ces électrons, ils sont libres, donc ces électrons, ils aiment se déplacer. Donc on va voir une autre image où on va voir le déplacement de ces électrons dans un fil de cuivre. Alors, comme vous voyez ici, c'est un exemple de déplacement des électrons dans un fil conducteur. Donc ici, c'est un conducteur métallique. Le fil conducteur métallique il est composé des protons et des neutrons et des électrons libres. Pour que les électrons peuvent se déplacer, il faut qu'on a un générateur. Donc ce générateur, il génère des électrons libres. Dès qu'on va connecter ce générateur avec ce conducteur métallique, comme vous voyez ici dans cette image, il y a un sens conventionnel en rouge de courant et un autre sens conventionnel des électrons. Donc, toujours les électrons, ils aiment se déplacer de côté négatif au côté positif. Donc ici c'est le côté positif de ce conducteur métallique. Ici c'est ou bien le côté négatif de ce conducteur métallique. Pour créer le mouvement des électrons, il faut un générateur. Maintenant on va passer pour voir la troisième phase qu'on a déjà parlé. Dès le départ, on a parlé de l'histoire de l'électricité. On a maintenant connu comment on peut avoir un déplacement des électrons. Maintenant, on va passer pour savoir les différentes centrales de production de cette énergie. Comme centrales, on a les centrales éoliennes, les centrales géothermiques, et les centrales thermiques, et les centrales hydrauliques, et des centrales qui sont marémotrices, et des centrales nucléaires. Premièrement, on a des centrales éoliennes. Les centrales éoliennes, ce sont des centrales qui utilisent une force de vent pour produire cette énergie de l'électricité. Donc, les centrales éoliennes sont de type d'énergie renouvelable, ils sont gratuits et inépuisables. Donc, pour produire cette énergie électrique, il faut une force de vent. Il est composé des pales, ici ce sont les pales, et un multiplicateur et un alternateur. Et en arrière de cette éolienne, il y a une nacelle. Donc, à 10 km par heure, on peut produire de l'énergie. Donc, pour le produire, il faut tourner cette hélice ou bien ces pales. Donc, dès la rotation de cette pale, elle va introduire une rotation d'un axe. Cette rotation est très très faible. Donc, pour augmenter ou bien pour avoir une très grande puissance d'électricité, il faut que ces pales tournent à une grande vitesse. Donc, pour améliorer cette rotation, on va utiliser ici un multiplicateur. Donc, dès que les pales tournent, un axe qui va tourner, donc cet axe il va entraîner ce multiplicateur. Le multiplicateur il va multiplier la vitesse de rotation de générateur ou bien ce alternateur. Donc le générateur ou bien l'alternateur il est composé d'une partie mobile et une partie fixe. Donc la partie mobile s'appelle rotor et la partie fixe s'appelle stator. Donc grâce à l'interaction entre le stator et le rotor, il va produire de l'énergie électrique. Comme vous savez, le rotor est composé des électroaimants. Donc ces électroaimants ils vont introduire un champ magnétique tournant qui va finalement produire de l'énergie électrique. Maintenant, on va voir la deuxième centrale qui est la centrale géothermique. Donc, pour produire de l'électricité par ces centrales géothermiques, il faut une énergie de la chaleur du terre. Comme vous voyez ici dans cette image, il y a la centrale géothermique. Donc, comme vous savez, lorsque la pluie tombe, l'eau s'infiltre par la terre, il va descendre jusqu'à le fond de la terre. On sait que les roches sont très très chaudes.
Donc, dès le contact de l'eau avec les roches, comme vous voyez ici c'est les roches qui sont chaudes. Donc, dès le contact des roches chaudes avec l'eau de la pluie, l'eau elle va augmenter sa chaleur jusqu'à une température de 300 degrés. Il y en a des pompes à puits. Ici, ce sont des pompes à puits qui vont prendre ce l'eau de la haute pression jusqu'à la basse pression. Cette eau qui est chaude, elle va se transformer en eau qui est mélangée en vapeur et en eau. Elle va entrer dans un séparateur. Ce séparateur-là, elle va séparer l'eau avec le vapeur. Donc, grâce au vapeur qui est très pressé, elle va faire une rotation pour la partie de turbine. Dès que la turbine elle tourne, elle va entraîner avec elle l'alternateur, le monter en élément permanent. Cet élément permanent, elle va introduire un champ magnétique. Ce champ magnétique qui va diriger vers les bobines de stator. Dès que ce phénomène-là d'interaction entre le rotor et le stator, elle va produire de l'énergie électrique. Donc cette image-là, elle introduit tout ce phénomène, ou bien le phénomène de la centrale géothermique. Comme vous voyez ici, ce bassin-là, il est construit grâce à l'eau de la pluie, mais ici, on a utilisé une autre stratégie, c'est l'eau de la mer. Ici, il y en a une température de l'eau. Ici, il y a la pluie, ou bien la pompe de la pluie, qui va enlever l'eau. Donc, elle va se transformer de l'eau volcanique à un eau, ou bien aux vapeur plus eau. Ici, on a le séparateur qui va séparer l'eau et une partie de vapeur qui va être acheminée par ce conduit-là. Donc, il va entraîner la turbine. La turbine, elle est interconnectée avec l'alternateur par un arbre. Dès que le phénomène d'interaction entre le rotor et le stator, il va générer un courant électrique. Maintenant, on peut passer pour voir une autre centrale qui est la centrale thermique. On va voir les différents composants de cette centrale. On a le charbon, on a un convoyeur, on a le brûleur, un traîné à charbon, la turbine à vapeur, l'alternateur, le transformateur de la sortie de cette centrale thermique. On va brûler ce charbon-là. Comme vous voyez ici, il y a un autre circuit d'eau. Grâce à l'échauffement de l'eau, on va avoir un vapeur. Donc ce vapeur-là qui va entraîner cette turbine, qui est une turbine à vapeur. Cette turbine à vapeur elle est interconnectée par un alternateur. Ce alternateur qui va produire de l'énergie électrique. On a déjà dit que l'alternateur est composé d'une partie mobile qui est le rotor et une partie fixe qui est le stator. Maintenant, on va passer pour voir un autre type de centrale qui est la centrale hydraulique. Maintenant, on va passer pour parler de la centrale hydraulique. Comme vous voyez ici dans cette image, on a l'eau de la pluie ou bien de la rivière ou bien de la mer qui est tenue par un barrage. Cette eau, on peut le chuter. Cette chute qui va entraîner la rotation de ce alternateur ou bien, premièrement, elle va entraîner, ici comme vous voyez dans cette image, un turbo-alternateur ou bien une turbine. La rotation de cette turbine-là, elle va entraîner la rotation de ce moteur ou bien de ce alternateur qui est déjà composé d'un rotor qui est en aimant permanent. Cet aimant permanent, elle va produire un champ magnétique qui va se diriger vers la partie fixe de ce alternateur-là, qui est le stator. Dès que l'interaction entre les deux, il y a une production ou bien un déplacement des électrons qui vont être acheminés par des lignes. Dès que la sortie de cette tension électrique, on va le élever par un transformateur. Ce transformateur est de type élévateur. Maintenant, on va passer pour parler de la centrale marée-motrice. Comme vous voyez, la centrale marée-motrice est une centrale qui est basée de la différence de niveau d'eau. Comme vous voyez dans cette image, on a ici la partie de la mer et l'autre partie de l'usine qui est un bassin qui se remplit grâce à l'eau de la mer.
la turbine, il a un fonctionnement réversible. Il peut fonctionner de les deux côtés. On va voir cette image qui décrit le phénomène ou bien comment ça marche cette centrale marémotrice. Ici c'est le côté mer, ici c'est le côté bassin. Donc pour créer de l'énergie électrique, il faut avoir une différence de la marée. Dès que la marée elle est en haut, le bassin il veut qu'il soit rempli. Dès que le passage de l'eau, la turbine elle se met en rotation grâce au mouvement de l'eau. Dès que le bassin il est rempli et la marée il recule en arrière, le bassin il peut lui-même produire de l'énergie électrique grâce à ce moteur ou bien ce alternateur qui est déjà réversible. Il marche en deux côtés. Soit l'eau elle arrive de la mer vers le bassin ou bien le sens contraire. Si par exemple le bassin est rempli, il peut lui-même produire de l'énergie électrique dans l'autre sens. Donc pour avoir une puissance qui est très haute, il faut que la différence du niveau entre le bassin et le côté de la mer soit très grande. Comme ça on peut produire plus de l'énergie électrique. Donc ici c'est la centrale marémotrice, le côté mer et le côté bassin. Maintenant, on va passer pour parler de la centrale nucléaire. Tout d'abord, on a deux images ici. La première image, c'est une animation. Et la deuxième image, on va savoir tous les composants d'une centrale nucléaire. Donc, la centrale nucléaire, elle est composée de trois circuits. Le circuit primaire et un circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Pour le circuit primaire, il est composé d'un réacteur. Le réacteur qui est fondé dans un bassin. Ce bassin il contient de l'eau froide et un générateur de vapeur. C'est lui qui va générer un vapeur qui va faire la rotation de ces turbines. On va savoir comment ça marche le phénomène de départ. Et un alternateur et un condenseur. Donc le rôle de condenseur c'est de transformer le vapeur à un état liquide. Et pour la tour de refroidissement ou bien le circuit de refroidissement, il est basé sur le refroidissement en eau. Ici, on a des pompes. Donc, les pompes, c'est eux qui vont générer ou bien ils vont produire de mouvements de chaque fluide. Maintenant, on va passer pour parler comment ça marche au niveau de cette centrale nucléaire. Donc, pour produire cette énergie électrique, la centrale nucléaire, il se base sur un phénomène de la fission d'un atome d'uranium. Comme vous voyez ici, c'est le réacteur. Le réacteur, il contient des atomes d'uranium. Dès que la fission de ces atomes d'uranium avec des électrons, ils vont produire une chaleur. Dès que le contact d'uranium avec l'eau, elle va se transformer d'une basse température à une haute température. Donc l'eau ici circule dans ce conduit-là à une haute température. Dès que le contact de cette eau avec l'eau de l'autre circuit, ou bien de l'eau de circuit de générateur de vapeur, ce contact-là, elle va transformer l'eau qui est à basse température à un autre état. C'est un état qui est vapeur. Et grâce à cette vapeur qui est à haute pression, elle va produire une rotation de cette turbine-là. Cette turbine qui est déjà interconnectée avec ce alternateur. L'alternateur, on a déjà parlé. Ce alternateur, elle est composé d'une partie mobile qui est le rotor. Ce rotor qui est en aimant permanent. Donc, dès que l'interaction entre la partie fixe et la partie mobile, on a déjà parlé de la partie mobile qui est le rotor. Et là, pour la partie fixe, c'est le stator qui est entouré par des fils conducteurs. Dès que l'interaction, il y a un phénomène qui va se produire, c'est le phénomène de déplacement de champ magnétique. Ce champ magnétique qui va produire de l'énergie électrique grâce à la rotation. Les électrons ils vont se déplacer dans ces fils conducteurs. Ils vont partir jusqu'à un transformateur. Ce transformateur qui va générer de l'électricité ou bien il va lever cette tension à une haute tension.
on va parler de transformateur et ligne de transport de cette énergie avec Monsieur Badr. Maintenant, on va passer pour voir une animation qui va démontrer le phénomène. Donc ici, on a une pompe, cette pompe-là qui va générer le mouvement de cette eau qui est à haute température. Grâce à ce réacteur nucléaire, l'eau elle va parcourir par ce bac-là. Ce bac qui contient de l'eau, qui est en niveau bas, il est froid. Donc dès que le contact de l'eau chaude avec l'eau froide, il va produire de vapeur et grâce à ce vapeur-là, il va entraîner cette turbine en rotation. Donc maintenant le vapeur, il a entraîné la turbine. Le vapeur, il continue son chemin, il va passer d'un condenseur. Donc le condenseur, il va transformer l'état vapeur en état liquide. Alternateur, c'est lui qui va produire de l'énergie. L'énergie électrique, il va être acheminée par des lignes et les lignes, ils vont acheminer de l'électricité à une ville ou bien une usine. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'histoire de l'électricité, on a parlé un peu de la structure interne des atomes, ou bien de quoi se composent des On atomes. a vu comment s'effectue la production électrique et les types de production électrique, comment faire la production. Donc maintenant, nous allons voir comment distribuer ou bien transporter cette énergie. Donc on va présenter les composants de cette photo. Ici, la centrale de production électrique ou bien le site électrique. On a des transformateurs élévateurs et des pylônes de haute tension. Donc, on a ici des transports d'un transport, des pylônes alimentés des grands consommateurs comme des usines. Et après, on a division, ou bien acheminement des lignes vers un autre transformateur abysseur qui alimentait une usine, bien une entreprise. Et après, on a des pylônes et des lignes qui alimentaient des transformateurs de source qui alimentaient les villes, par exemple. Donc, on va commencer comment distribuer ou bien de transporter cette énergie. Donc, tout d'abord, il faut avoir ou bien on est obligé élever la tension. Donc pour élever cette tension, on a installé un transformateur à la proximité de cette site d'énergie ou bien de production électrique pour élever la tension, pour éviter les causes de perte de charge sur des grandes lignes ou pour éviter d'utiliser des grosses sections de câbles. Pour cette raison, on a installé un transformateur élévateur pour élever la tension de 20 kV jusqu'à 400 kV parce qu'on peut avoir une tension de 20 kV à la sortie de la centrale de production. Donc voilà, on a besoin d'élever la tension pour éviter les causes précédentes. Donc la tension va cheminer à autre transformateur abaisseur pour abaisser la tension, pour alimenter par exemple une usine ou bien une entreprise à consommer une grande puissance ou bien un grand courant. Donc, on a une division qui alimente une grande société ou bien une usine. La deuxième division va arriver une autre transformateur abaisseur. À ce niveau, la tension arrive jusqu'à 63 kV. Donc, abaisser la tension pour alimenter une ville ou bien alimenter une usine, consommer ou bien il a besoin de la tension 63 kV. Le cheminement va continuer jusqu'à le transformateur de source qui est abaissé la tension de 63 kV jusqu'à 20 kV pour alimenter des autres usines moyenne consommation par exemple. Maintenant, on a besoin d'abaisser la tension de 20 ou bien 20 kV jusqu'à 400 kV en système régime très phasé ou bien monophasé 220
volts, qui est la tension on a besoin pour alimenter notre foyer ou bien notre maison. Donc, cette tension on a besoin pour alimenter notre maison. Comme ça, la distribution de l'électricité depuis la centrale de production jusqu'à nos maisons. Donc, maintenant, on a expliqué comment s'effectue la production, les types de production, la chronologie de l'histoire. Maintenant, on va parler avec Monsieur Harroz à l'utilisation de cette énergie. Maintenant, on va passer pour voir un exemple d'utilisation de cette énergie. On a ici dans cette image une ampoule. Donc, cette ampoule, c'est de type incandescence. Il se compose d'un filament, un pincement, un kilo isolant, un atmosphère gazeux, une tige et une ampoule de verre et une entrée de courant. Donc, comme vous voyez ici, on a une ampoule qui est déjà éteinte. Ici, une autre ampoule, ou bien la même ampoule qui est allumée. Donc, pour avoir cette ampoule allumée, il faut un courant ou bien un passage de courant électrique par ce filament de tungstène. Jusqu'à maintenant, on a fini notre exposé. On a bien détaillé notre thème. Merci beaucoup pour votre attention, Madame Hanan et chers collègues. On est vraiment désolé parce qu'on n'a pas déjà travaillé pour ce thème-là, parce qu'on est maintenant dans la phase finale du projet. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de temps pour le entamer devant notre collègue. Et merci pour votre attention. Et si quelqu'un il était adoré par ce thème-là, n'hésitez pas à poser des questions. Pas de problème chez nous. Ce thème-là est réalisé par Badr Dardari et Mohamed Ali Harroz. Et merci beaucoup de votre attention.